Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'analyse linéaire d'un second extrait du Rouge et le Noir. Partie 2, chapitre 41. Julien Sorel est le héros du Rouge et le Noir de Stendhal, un roman de formation réaliste publié en 1830. Alors qu'il pense avoir réussi à gravir l'échelle sociale et sur le point d'épouser Mathilde de la Mole, Julien est trahi par Madame de Rênal, son premier amour, qui le discrédite par une lettre incendiaire. Le jeune homme se venge en tirant sur Madame de Rênal dans l'église de Verrières. Son amante survit, mais Julien est sur le point d'être condamné à mort. Ainsi, toute l'énergie déployée par le jeune homme dans son parcours initiatique est réduite à néant. Mais sa prise de parole ultime lui permet de triompher en affirmant sa véritable identité au cours de son procès. Condamné au fond pour ce qu'il est, c'est-à-dire un représentant de cette jeunesse ambitieuse, mais marginalisée sous la Restauration, il termine sa vie en apothéose en dénonçant la bourgeoisie de son temps. De fait, le projet de lecture peut être intégré dans deux parcours associés différents, soit en insistant sur la marginalité du héros, soit en privilégiant l'aspect de sa force, son ambition et ce parcours qui le conduit à sa perte dans une société de classe trop rigide. Mais ce discours avant sa mort lui permet d'affirmer son identité aux yeux du monde. Dans le premier mouvement, ligne 1 à 4, l'exorde souligne le charisme et le talent d'orateur de Julien. Dans le deuxième mouvement, ligne 5 à 8, Julien plaide coupable pour son crime avant d'accuser les jurés. Troisième mouvement, ligne 8 à 15, la seconde partie du discours, puis la péroraison, dresse un réquisitoire contre ce procès tenu par une bourgeoisie hypocrite. Enfin, dans le quatrième mouvement, ligne 16 à 20, le retour à la narration révèle les réactions de l'auditoire. Passons à la lecture du texte. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point d'illusions. La mort m'attend. Elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Mais quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Pendant 20 minutes, Julien parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège. Mais malgré le tour un peu abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Madame Derville elle-même avait son mouchoir sur ses yeux. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans borne que dans des temps plus heureux il avait pour Madame de Rênal. Madame Derville jeta un cri et s'évanouit. Le Rouge et le Noir, partie 2, chapitre 41, Stendhal, 1830. C'est à minuit qu'intervient cette prise de parole, rendue ainsi solennelle. Julien n'a pas préparé de discours et pour la dernière fois, il va pouvoir confirmer ses talents d'orateur, notamment auprès du public féminin. Cependant, cet ultime discours est surtout celui où le héros, au terme de son parcours initiatique, va accéder à la pleine possession de son être véritable et l'exposer au monde. Dans une apostrophe respectueuse, messieurs les jurés, Julien répond à son sens du devoir, fidèle à des valeurs qu'il n'a jamais su défendre ouvertement. L'allitération en R de la première phrase permet de souligner le mépris pour la classe sociale qui le juge. La modalisation, à travers le verbe « je croyais pouvoir », traduit cette nécessité d'exprimer sa révolte. De manière tout à fait inversée, il présente comme courageux la résignation dont il aurait fait preuve en se pliant en silence à la sentence. C'est donc comme une faiblesse qu'il laisse échapper son cri de révolte. Il se sait déjà condamné à mort, et c'est avec hauteur et dignité qu'il affirme son identité de paysan. Néanmoins, l'emploi de « vous voyez en moi » est déjà un acte d'accusation adressé au juré, qui rappelle que la société se contente d'apparences réductrices.
Par le chiasme et l'opposition pronominale, vous et moi, Julien s'insurge contre cet ordre établi. Julien a refusé la bassesse de sa fortune, à comprendre dans les deux sens du terme, à la fois sa condition sociale, mais aussi l'immoralité à laquelle se sont livrés nombre de personnages sur son chemin. Prenant de l'assurance, Julien, par l'emploi des négations, affirme la clarté de son propre jugement. Coupable à ses propres yeux, digne face à la condamnation à mort qu'il autoproclame, avant la fin même du procès, le héros devient tragique et se veut maître de son destin. Lucide, il revendique au futur de certitude et de manière lapidaire, elle sera juste. Il rappelle l'acte qui seul mérite d'être puni et perpétré à l'encontre de Madame de Rênal. De manière pudique et élogieuse, il la désigne par une périphrase et un superlatif qui traduisent le respect et l'amour qu'il habite à l'égard de la femme aimée. La répétition de l'indéfini tout permet d'insister sur l'exclusivité réservée à Madame de Rênal, qu'il ne range pas au rang des autres qui le jugent, ni à celui des autres femmes. Julien rappelle l'amour maternel qu'elle lui voua du temps où ils furent heureux, dans la première partie du roman. Son crime en est donc d'autant plus atroce. La formule lapidaire encore, hyperbolique, dans le sens où il a seulement blessé Madame de Rênal, et non commis un véritable matricide, est sans appel, et marque bien l'acceptation sans concession du châtiment. La conjonction de coordination et d'addition ajoute à la gravité de son acte, qui ne fut pas le fruit d'une pulsion incontrôlée, mais préméditée. Avec une rigueur tout aussi logique, Julien conclut en soulignant par l'emploi de donc sur ce qu'il estime être juste. Dans un développement oratoire bien plus long, Julien en vient à l'injustice qu'il atteint vraiment. Quand je serai moins coupable signifie même si j'étais moins coupable, ce qui indique qu'on lui reproche au fond bien autre chose, et en effet, c'est au juré qu'il s'adresse à présent. Je vois des hommes. De même qu'on le considère pour la classe de paysans qu'il représente, il veut, en tant que représentant de cette jeunesse bafouée, porter son propre regard sur la classe bourgeoise, incarnée par ses jurés. Insistant sur l'inhumanité de ces hommes, qui ne considèrent pas même avec pitié sa jeunesse, Julien insiste surtout sur sa condamnation en tant que bouc émissaire, martyr, au nom de cette classe de jeunes gens opprimés. Le démonstratif 7 élargit le propos à toute une génération dont Julien rappelle l'existence, qu'il donne à voir. C'est tout autant, au constat de cette réalité, qu'il développe sa propre accusation. Il met en garde les jurés contre leur attitude méprisante et injuste, qui pourrait, selon lui, anéantir définitivement tout espoir d'ascension sociale par le mérite. Julien évoque les forces vives de la nation, la foule de jeunes ambitieux, disposant de talent et d'énergie constructive. L'emploi du réfléchi, se procurer, la qualité de l'audace, évoquée, renforce cette idée que les individus tels que Julien n'ont pas eu la chance de naître dans une famille dotée de privilèges, mais que leur mérite et leur soif d'élévation et de bonheur, dans la réalisation de leur destin, devraient être considérés comme des atouts et non comme des tares. L'antithèse, fortement marquée entre le point de départ, ordre inférieur, opprimé par la pauvreté, et celui d'arrivée, le bonheur, grâce à une bonne éducation et l'audace, souligne le courage, la persévérance, l'honnêteté du chemin parcouru par Julien. Là où l'on reproche finalement au héros d'être mal né, dans une société de classe très rigide, on célébrera un siècle plus tard la figure du self-made man, parti de rien et parvenu au sommet de la réussite. Enfin, à travers la formule ce que l'orgueil des gens riches appelle la société, Julien dénonce toute l'hypocrisie à laquelle il a dû participer malgré lui, portant un masque, moralement hideux, pour se frayer un chemin dans les univers bourgeois de Verrières, puis aristocratiques à Paris. On comprend aisément que ce procès n'ait plus aucune valeur. Julien a prouvé que son véritable crime était saisi comme un prétexte, indigne d'une cour de justice. Souligné par le présentatif voilà, son crime est en réalité d'être ce qu'il est. Et c'est avec lucidité encore qu'il affirme au futur qu'il en sera puni, car il ne connaît que trop l'univers de ses jurés. N'étant pas jugé par ses pairs, il dénonce la partialité de la justice. Et c'est non sans ironie qu'il se moque de ces bourgeois indignés par l'outrecuidance de ce jeune paysan enrichi qu'il représente à leurs yeux. Les points de suspension laissent entendre que la suite du discours n'apporte plus aucun argument supplémentaire,
Tout est dit, tout est joué. Et le discours narrativisé qui suit va dans le même sens. Dans l'expression « dit tout ce qu'il avait sur le cœur », il faut entendre que Julien a enfin, au terme de sa vie, pu s'exprimer librement et spontanément, avec une sensibilité toute romantique. Si l'expression peut paraître enfantine, en réalité, c'est à ce moment précis qu'il est devenu un homme, tout comme Meursault dans le roman L'étranger. L'effet de son discours ne provoque aucune surprise. L'avocat général représente le type même du bourgeois, vil, qui rêve d'ascension. Il fait partie de ceux que Julien a démasqués et dénoncés. Quant aux réactions féminines, c'est sans surprise non plus qu'elles résultent du charme de Julien. Le complément circonstanciel de concession souligne que la rigueur démonstrative du discours n'a pas amoindri la charge émotionnelle. Aucune femme ne fait exception, comme en témoigne l'indéfinie toute et l'évanouissement de Madame Derville, la femme qui fut la plus hostile à Julien. En conclusion, arrivé au terme de son parcours, Julien Sorel s'accomplit en homme, au cours de son procès, débarrassé des oripeaux de l'hypocrisie sociale, dont il a joué le jeu tout au long du roman. Avec une force oratoire impressionnante, il assume pleinement sa marginalité, avec une énergie hors norme, alors qu'il se trouve aux portes de la mort. Accusé d'un crime, il dénonce lui-même les vices de la société de la Restauration, avec panache. La paix qu'il conquiert ainsi le rapproche éminemment de L'étranger de Camus, qui connaît le même type de procès et la même issue. Nous en avons terminé pour aujourd'hui avec cet extrait que l'on peut intégrer donc dans le parcours associé de l'œuvre intégrale Manon Lescaut, ainsi que dans l'autre parcours associé à La peau de chagrin. Je vous dis à très bientôt.